Bonjour, mon nom est Pierre Drapeau, je suis président, directeur général de la Fédération des chefs d'entreprise du Québec. Il me fait plaisir de vous recevoir dans cette série de balados qui s'intitule Les Semaines de la défense canadienne. Cette série de balados s'adresse particulièrement aux entrepreneurs québécois. Les entrepreneurs québécois qui actuellement sont peut-être déjà en affaires avec les grands donneurs d'ordre, que ce soit au niveau canadien ou à l'extérieur du pays, dans le secteur de la défense, mais aussi aux milliers d'autres entreprises qui se posent des questions actuellement, à savoir s'il y a des opportunités d'affaires potentielles dans les prochaines années pour elles dans cette filière économique d'importance dans laquelle il y a des dizaines, voire des centaines de milliards qui seront investis, tant au niveau des opérations de la défense que des infrastructures en tant que telles. Alors déjà, on entend quelques histoires à succès au Québec d'entreprises qui se positionnent très habilement et je les félicite personnellement. Évidemment, ça augure bien pour plein d'autres entreprises industrielles qui sont parmi nos fleurons, mais pas nécessairement aussi les grandes entreprises, mais aussi les plus petites qui peuvent faire partie d'une chaîne d'approvisionnement. Alors, c'est des questions de fond qui se posent et qu'on va se poser tout au long en essayant de donner des réponses, évidemment, avec les invités qu'on a mis à la programmation de cette série de balados. Pour plusieurs d'anciens militaires, mais aussi des gens qui font partie de la fonction publique, des gens qui font partie de l'écosystème, des observateurs aussi, qui en ont long à dire sur le secteur de la défense parce qu'ils s'y connaissent, ils y ont œuvré pendant plusieurs années. Alors, évidemment, je vous présente notre collaborateur pour cette série de balados, M. Yvan Blondin, ancien chef de l'aviation royale canadienne. C'est un Québécois, fort sympathique d'ailleurs, qui a mis à contribution une partie de son carnet d'adresses pour faire en sorte que cette série de balados soit un véritable succès. Et j'espère que vous serez en même de mesurer l'efficacité et la pertinence de ces balados au cours des prochaines semaines. Il y aura une première série de balados qui va être diffusée donc en avril, ensuite ça va être en juin, ensuite en septembre et un peu plus tard à l'automne, probablement vers la fin octobre. Merci beaucoup et bon visionnement à tout le monde. Bonjour, on reçoit aujourd'hui pour cette nouvelle capsule vidéo le professeur Justin Massy, probablement connu par plusieurs d'entre vous. Justin Massy est professeur titulaire et directeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Il est également co-directeur du réseau d'analyse stratégique et co-directeur de la plateforme Le Rubicon. Avant tout, il est un superbe analyste et vulgarisateur de la situation géopolitique canadienne actuelle, avec qui j'ai eu l'occasion de coopérer sur certains projets et d'ailleurs que j'apprécie beaucoup le travail. Justin, si tu le permets, on va se tutoyer. Bienvenue aujourd'hui. Merci beaucoup, Yvan. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui et merci pour la belle introduction. Mais écoute, Justin, j'ai lu un de tes récents textes sur l'industrialisation sans émancipation, où tu discutes de la stratégie industrielle de défense là, du gouvernement canadien. Puis tu parles un peu de la rhétorique et puis un peu du côté pratique dans lequel là, se retrouve le gouvernement, puis essayer de décortiquer là-dedans les intentions, puis ce qui est possible, ce qui n'est pas possible là, pour le gouvernement canadien dans la situation où il se trouve. J'ai trouvé ça super intéressant, puis je pense que je voudrais en discuter avec toi aujourd'hui, là, surtout autour de peut-être trois thèmes principaux. Le premier que je voudrais commencer avec toi, c'est discuter un peu de les pièges de l'interopérabilité alliée, l'interopérabilité militaire là, dont tout le monde parle, puis qui semble nous causer des problèmes maintenant avec un peu le changement de cap des États-Unis, là. Pour moi, ancien militaire, cette interopérabilité, ben, c'est une qualité, c'est un état qu'on a recherché là, depuis au moins la Deuxième Guerre mondiale où, depuis ce temps-là, on a fait plein d'opérations entre alliés, puis surtout au niveau de l'aviation. Quand tu mets une centaine d'avions ensemble là, dans le même ciel pour faire une opération,
ben, tu vas être certain que tu es capable de communiquer ensemble, tu es capable de partager l'information ensemble, tu es capable de t'assurer là, qu'il n'y a pas de danger. Puis cette interopérabilité, ben, on l'a cherché depuis des années, puis on s'est enligné de plus en plus vers ça. C'est certain qu'avoir des avions semblables, des capacités militaires semblables, au bout de la ligne, si on a les mêmes appareils, c'est beaucoup plus facile de travailler ensemble. On le voit aussi quand les Américains s'en vont dans une opération comme en Iran. L'interopérabilité entre toutes les plateformes fait que la supériorité technologique donne un distinct avantage dans une opération militaire. Mais là, aujourd'hui, on se retrouve avec le problème où l'interopérabilité, là, poussée au maximum comme on l'a fait, puis partager toutes les mêmes plateformes qui, en plus, se retrouvent maintenant produites par le même pays, par la superpuissance américaine. Qu'est-ce qu'on fait quand le superpuissant américain commence à avoir des vues différentes sur le monde, comment approcher les choses différemment? Puis qu'on veut essayer de se débarquer de ça. Comment on fait pour garder les bienfaits d'une interopérabilité, peut-être pour les autres alliés qui restent, qui veulent faire des opérations ensemble, sans qu'un gouvernement américain puisse s'imposer, puis dire, puis dicter ce qui peut être fait avec cet équipement-là? Comment on gère ça, là? C'est une balance là, qui est dure à trouver, là. Absolument, qui est très difficile pour le gouvernement canadien, comme beaucoup d'autres alliés européens également, parce qu'on se retrouve dans la même situation. Pourquoi l'interopérabilité est essentielle? C'est parce qu'on mène des guerres de coalition. Il n'y a pas beaucoup de volonté d'intervenir militairement seul, que ce soit du Canada, du Danemark, de la France ou de l'Estonie. L'idée, c'est qu'on va défendre l'Europe avec l'OTAN ensemble, donc plusieurs pays vont collaborer. Et le Canada a conçu ses forces armées canadiennes de par leur taille, leur posture de défense, etc., pour intervenir aux côtés de d'autres pays. Donc, forcément, ça veut dire qu'il faut que ces appareils-là, que ce soit des navires, des avions, des hélicoptères, etc., ou les soldats d'infanterie, puissent communiquer avec leurs partenaires ou alliés de d'autres pays qui n'ont pas les mêmes systèmes. Donc, au minimum, comme tu le disais, ça veut dire d'être capable de communiquer. Ça veut dire aussi d'être capable de partager de l'information du renseignement pour le ciblage de frappes, par exemple, aériennes. On l'a vu dans les opérations alliées au Kosovo, où le Canada a participé, en Libye, contre Daesh également, où l'interopérabilité est fondamentale. Mais ce qu'on a vu dans ces opérations-là, et même ce qu'on voit présentement dans les opérations qui ont mis fin récemment entre Israël et les États-Unis contre l'Iran, c'est que ces différents appareils collaborent. Le glissement auquel on assiste maintenant, c'est de dire que l'interopérabilité doit devenir l'interchangeabilité. C'est-à-dire qu'il faut le même appareil pour être encore plus interopérable. Alors que dans les opérations passées, il y avait différents avions qui collaboraient. Il y a eu des Rafales, il y a eu des Mirages français qui ont opéré avec des Typhoon, qui ont opéré avec des F-18 canadiens ou des F-15 américains ou des F-16. Et c'était pas un problème parce qu'on avait trouvé des façons de communiquer, de partager de l'information entre les différents systèmes. Même chose les navires, quand il y a des grandes flottes internationales, quand les exercices qu'on fait, ben, c'est pas tout le même navire produit par le même pays avec le même système. Donc, il y a des moyens d'être interopérable sans être interchangeable. Là, les États-Unis utilisent un peu leur domination dans l'industrie militaire pour dire l'idée même du F-35 visait ça. On va en faire tellement, on va concentrer tout ce que la US Navy veut faire, le Air Force, etc., avec le même appareil, puis on va le vendre, on va l'exporter sur la scène internationale pour l'imposer comme le principal chasseur bombardier qui peut donc être acheté par plein de pays. Et en faisant ça, ben, on dit, pour être interopérable avec le F-35, il faut avoir le F-35. On ne veut pas que le F-35 puisse nécessairement facilement communiquer avec le Rafale ou qu'il puisse communiquer avec un autre avion développé par un autre, le Gripen ou le Typhoon ou peu importe leurs alternatives. Et c'est la pression qui est exercée par un acteur aussi dominant de l'industrie qui rend les choses plus difficiles. Parce qu'il y a certainement une façon de trouver une façon de communiquer, de partager. Peut-être que ça ne sera pas optimal au sens militaire du terme, parce que c'est sûr qu'avoir le même appareil, c'est plus opérationnellement utile, mais il y a des considérations politiques. Il ne faut pas juste considérer seulement l'optimisation. Il y a aussi une question de souveraineté, je pense, qui doit être trouvée. Et le deuxième élément, c'est
le deuxième piège, c'est pas juste la posture de domination industrielle américaine et leur volonté d'imposer leur système aux autres, c'est aussi l'évolution technologique. C'est que maintenant, les appareils de cinquième génération dans les avions, mais ça va être la même chose pour les navires et les sous-marins, etc., ils fonctionnent avec la fusion de données, l'intégration de données de multi-sectorielles, c'est-à-dire ça vient de radars, ça vient de satellites, ça vient de capteurs maritimes, ça vient de toutes sortes de systèmes. Et on veut intégrer toute cette information-là pour donner une supériorité décisionnelle de prise de décision rapide avec l'ensemble du spectre des menaces de prise en compte. Puis c'est ça que l'offre le système de Lockheed Martin du F-35. C'est la mise en commun de partage de renseignements majeur pour donner le edge, donner l'avantage opérationnel aux forces armées américaines et leurs alliés. Et ça veut dire que c'est difficile avec l'évolution technologique de garder les choses en silos séparés. Puis ça va se toucher plein d'autres domaines parce que si on veut faire des opérations pan-domaine, ça veut dire qu'on mélange, doivent opérer ensemble les forces terrestres, les forces aériennes, les forces maritimes, les attaques cyber. On doit avoir des systèmes de communication et d'intégration de plus en plus intégrés. Et soit il faut trouver donc une solution de la communication en différents systèmes différents, soit opter pour le même appareil. Mais à un moment donné, il y aura une limite. On ne peut pas pousser le même appareil, la même solution d'interchangeabilité, parce que c'est clair qu'avec la rupture qu'a causée Donald Trump dans la confiance du lien entre les États-Unis et leurs alliés, il y a maintenant une préoccupation très forte en Europe. Ils prennent bien acte de ça et disent, ben, effectivement, les États-Unis veulent qu'on se défende seuls sans les États-Unis. C'est ce qui est dit dans la stratégie de défense américaine. Mais il faut le faire. Puis il faut le faire, on ne va pas acheter juste de l'équipement américain pour être interchangeable avec les États-Unis. S'ils nous le disent explicitement, bien, vous, les Européens, vous devez vous occuper vous-même de votre sécurité. Nous, on a d'autres chats à fouetter ailleurs en Asie et peut-être au Moyen-Orient, c'est par les temps qui courent. Donc, forcément, il faut trouver une solution. Cette solution-là, je pense qu'elle est technologique et elle va être nécessaire si on veut continuer à opérer avec des alliés. Ça va impliquer des coûts politiques de dire non aux États-Unis. Et ça, c'est pas clair que beaucoup d'alliés sont prêts à subir ces coûts politiques-là de dire non aux États-Unis. Écoute, Justin, je vais te relancer là-dessus. Nos militaires nous disent, puis on prend l'exemple du F-35, nous disent, on comprend, là, mais si vous voulez couper ça tout de suite, si vous voulez arrêter le F-35, il n'y a rien d'autre qui va le remplacer, là. Il n'y aura pas une aussi bonne interopérabilité avec les Américains, ça va causer des problèmes au Canada. Puis avant d'avoir une sixième génération, puis de s'en aller vers une sixième génération qui peut permettre une certaine indépendance face aux Américains, essayer de débarquer de la cinquième génération américaine, de s'en éloigner, c'est prendre un recul, c'est retourner vers une quatrième génération. Puis comme militaire, ben, je vois la même chose. Pour moi, si on n'opère pas avec les Américains, avec nos F-35 ou avec une plateforme semblable qui n'existe pas, donc il faut y aller avec des F-35 pour la défense du Canada, ben, c'est un peu, je mets un peu le pendant. C'est comme essayer de travailler avec des iPhones, puis tout le monde travaille avec des iPhones parce que toute l'information peut être intégrée là-dedans, puis c'est facile de travailler ensemble. Puis ton partenaire dit, moi, je ne veux pas travailler avec mon iPhone, j'amène mon flip phone. Puis oui, on va être capable de se parler, puis peut-être s'envoyer des textes s'ils ne sont pas trop longs, là, mais il faut oublier le partage d'informations, de vidéos, puis de tout ce qui peut venir là, d'ailleurs. Puis dans la position où on est présentement, ben, c'est dire un peu aux Américains, dans la position politique où on ne fera pas notre part encore pour NORAD. Fait que pour les militaires, ils disent débarquer du F-35 pour l'instant, c'est un problème, puis on ne vous recommande pas ça. Avec du temps, peut-être qu'on serait capable si vous voulez aller vers d'autres choses, mais pour l'instant, il n'y en a pas de solution au manque du F-35 là, dans une situation nord-américaine avec les Américains. Les Européens disent, plusieurs pays européens disent aussi la même chose que écoutez, le F-35 est de loin supérieur à tous les autres avions, là. On comprend qu'il peut y avoir des problèmes avec les Américains, mais il y a une certaine interdépendance quand même là, qui existe au niveau de la chaîne d'approvisionnement là, pour toutes ces affaires-là.
le risque est plus faible. Je pense qu'on veut quand même continuer avec le F-35 en attendant de développer la sixième génération. Donc, il y a un peu cette tendance-là où les experts militaires en Europe et peut-être au Canada disent on comprend le problème, mais continuer avec le F-35 pour l'instant est quand même la meilleure solution, pendant qu'on prépare une solution parallèle ou à côté qui nous amène vers une certaine indépendance, mais qui va demander du temps. Donc, on dit il faut accepter quand même de continuer avec le F-35 parce qu'il est trop tard pour changer pour l'instant. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est vrai qu'il est trop tard pour avoir une technologie rivale de quelque chose qui existe déjà, qui est en opération, qui mène des frappes présentement en Iran sans avoir été détruit par les systèmes de défense aérienne. On l'a vu en juin 2025, les prouesses des forces armées américaines et israéliennes dans les frappes qu'ils ont menées contre l'Iran à ce moment-là, contre les centrales nucléaires. Il n'y a pas de doute que c'est un avion qui a une supériorité opérationnelle présentement et qui a très peu d'alternatives parce que les Alliés n'ont pas développé une alternative dans les années 90. C'est un programme qui date des années 90, de recherche et développement, de milliards, et les budgets militaires américains sont astronomiques quand on les compare aux budgets européens, même avec le réarmement en cours, allemand notamment. Les budgets qui sont proposés présentement par le gouvernement Trump de 2027 de 1,3 ou 1,4 trillion de dollars, une augmentation de près de 50% des budgets américains, font juste que les États-Unis en recherche et développement sont ailleurs. Ils sont capables de pousser des technologies vraiment supérieures. Ça, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont douter de ça, comme on ne doute pas que la Ferrari va plus vite que la Corolla. C'est une réalité, je pense que l'on peut accepter. Les Alliés ont quand même développé ou lancent progressivement des programmes de sixième génération qui visent à créer des drones collaboratifs avec des avions de chasse aussi, pilotés par des humains. Mais c'est dans la recherche et développement, c'est pas en production présentement. Il y a beaucoup de problèmes avec le programme français qui ne s'est pas entendu avec les Allemands notamment. Et celui des Britanniques, il y a des divisions entre Britanniques, Italiens et Japonais. Les Japonais ont besoin d'un appareil en 2035. Et les Britanniques ont des difficultés, je dirais, dans leur industrie de défense présentement. Alors, il y a ces divisions-là aussi, des fragmentations industrielles, des logiques politiques différentes. Mais la solution, on la connaît de toute façon. Elle existe depuis des années. C'est les flottes mixtes, pardon. C'est le fait d'avoir plus qu'un appareil. C'est-à-dire, plutôt que de dire il faut rejeter le F-35 puis aller vers une autre plateforme, ça, je trouve que c'est un faux débat. En disant oui, le F-35 est une plateforme supérieure. Si vous voulez, par exemple, mener des frappes en territoire hostile, non permissif, ben, la capacité de frapper avant d'être détecté est supérieure. Si vous voulez faire de la surveillance régulière, est-ce que c'est nécessaire? L'idée d'avoir une flotte de haute intensité et disons, d'opérations à moins grand niveau de risque, est la solution qui est pratiquée par plusieurs pays. La majorité des pays qui ont des budgets de défense conséquents ont 2 avions de chasse, n'en ont pas un. Parce que les propriétés de l'un sont des faiblesses de l'autre. Le coût d'opération, par exemple, des F-35 est très élevé. Le coût de maintenance, la disponibilité opérationnelle d'un F-35 par rapport à d'autres appareils est plus faible parce que ça prend plus qui est supérieur, ça va avoir plus de mise à jour, plus d'investissement, etc. Puis on le voit avec les difficultés du Bloc 4 maintenant dans la recherche et développement pour surmonter les difficultés. Il a ses avantages, il a ses défauts. Et je pense que la solution pour le Canada m'apparaît évidente d'une flotte mixte. Le problème du Canada, spécifiquement, c'est qu'on a tellement de retard que si on le fait aujourd'hui, on demanderait aux Forces armées canadiennes ou à l'Aviation royale canadienne, pour être précis, de mener une double transition en même temps, ce qui n'a aucun sens. On n'a pas les ressources humaines, les capacités logistiques et des bases même d'infrastructure pour être capable d'accueillir 2 transitions. Alors, il faut d'abord mener, je pense, c'est ce qu'on avait écrit ensemble, Yvan, une transition vers le F-35 et ensuite amorcer une transition vers l'avion qui va de 6e génération, dans lequel on aurait dû déjà investir il y a plusieurs années. On est à nulle part présentement, on est dans des discussions, mais on n'en fait pas partie d'aucun programme où notre industrie pourrait bénéficier, notre recherche et développement, notre innovation dans les drones, notamment, où je pense qu'on a un avantage comparatif dans l'industrie. Je pense qu'il faut les mener de 2 parallèlement. Et il faut accélérer nos processus. Là, on débat du F-35, une décision de 2010, puis qui est toujours remise en question. Et le gouvernement canadien, on doit le critiquer à cet égard-là, c'est-à-dire qu'il lie présentement sa décision de poursuivre ou non, parce qu'il le remet en question depuis l'été 2025, de continuer la commande de 88 F-35, au
relation commerciale avec les États-Unis, selon comment ça va se passer dans la renégociation en cours là, de l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Alors que c'est des dossiers, à mon avis, qui sont complètement séparés. On doit définir nos besoins opérationnels pour défendre le territoire canadien, indépendamment des soubresauts de tarifs avec les États-Unis. On partage le continent avec les États-Unis. Il va falloir un appareil qui est acceptable aux yeux des Américains, parce que si on disait il n'y a plus d'F-35, on fait juste acheter des Rafales ou des Gripen ou des Typhoon, et que les Américains disent, ben, alors, il n'y a plus de NORAD, c'est-à-dire, on ne veut plus collaborer avec vous dans la défense de l'Amérique du Nord, on va le faire seul, on ne serait pas plus avancé. Donc, je pense qu'il faut le faire de manière concertée avec les États-Unis. On ne peut pas changer là où le Canada est, mais on peut le faire de manière plus intelligente, je pense, pour prévenir, anticiper l'avenir. Mais c'est ce qu'on ne fait pas. Malheureusement, on remet en question nos décisions. Et je comprends tout à fait les militaires canadiens qui disent, ben là, si en plus on remet en question le F-35, ils savent tout le passé des gouvernements passés, c'est-à-dire on leur promet quelque chose, on ne le fait pas, on coupe les budgets au prochain gouvernement. Là, on vous dit, oui, oui, il y aura beaucoup d'argent qui va venir. On commence une flotte mixte, mais finalement, dans 5 ans, un nouveau gouvernement arrive, il dit, moi, je veux équilibrer les budgets, je coupe de 40 vos budgets, et là, vous devez opérer 2 avions qui coûtent beaucoup plus cher, avec des infrastructures différentes, des formations de pilotes, etc., différents. Je comprends leur réticence. Fait qu'il faut que notre décision soit basée sur des principes de sécurité nationale pérennes, c'est-à-dire pas indépendamment des gouvernements, et non pas une politisation de nos politiques d'acquisition militaire, ce qui est le cas jusqu'à présent. Ouais, tu vas t'amener un peu sur le terrain industriel, mais c'est un peu la même chose, c'est un peu le même principe. Le gouvernement veut avoir beaucoup plus d'indépendance du côté industriel, mais en même temps, on a développé une dépendance à travers les dernières décennies là, qui nous place dans une situation inconfortable. Oui, on peut être plus indépendant, mais en même temps, encore là, on ne déménagera pas le pays, puis industriellement, ça va toujours être beaucoup plus profitable pour nos industries de faire du commerce nord-sud avec les États-Unis en premier, si c'est possible, que de le faire avec le reste du monde, là. C'est à notre avantage si on est capable de maintenir des bonnes relations. Donc, quelle est la marge de manœuvre du gouvernement là, quand il publie sa stratégie industrielle de défense, de dire qu'il faut être indépendant, mais pas trop indépendant, là? Malheureusement, je trouve que le gouvernement canadien s'est peinturé un peu dans le coin en parlant d'autonomie stratégique, de défendre le Canada seul. On voit ça dans toutes les annonces maintenant du gouvernement. Ça participe à cette rhétorique de elbows up, là, que le Canada va devenir plus indépendant. Mais c'est pas du tout ma lecture de la stratégie industrielle de défense du Canada et des acquisitions militaires qui ont eu lieu sous le gouvernement Carney. Il n'y a pas plus ou moins d'indépendance militaire et industrielle qu'auparavant. On augmente les budgets, oui, mais on poursuit la même politique de défense de 2024, donc qui a été dévoilée par le gouvernement Trudeau, qui vise à moderniser le NORAD avec les États-Unis, à créer des infrastructures pour accueillir les avions américains qu'on achète, les drones américains qu'on achète, les avions de surveillance maritime américains qu'on achète, à poursuivre l'intégration de nos capacités de radar, aussi intégrées dans la mise en commun de ce renseignement-là. Des systèmes Aegis sur nos navires de combat qui sont américains, systèmes de commandement et de contrôle et de combat également. Il y a une rhétorique qui donne l'impression peut-être aux Canadiens qu'on va vers une indépendance, mais ce n'est pas tout à fait le cas, à part les mots qui sont dits par le gouvernement. Et ça le peinture dans le coin parce qu'il crée des attentes qui sont fausses. Le Canada n'aura pas une politique de défense et certainement pas industrielle indépendante. Il va faire ce qu'il fait présentement, c'est-à-dire favoriser la production au Canada d'acquisitions militaires. Parce qu'on va investir des dizaines de milliards de dollars, donc on ne veut pas l'envoyer dans l'économie de nos pays. Ça, c'est tout à fait logique. C'est ce qu'on a fait avec les navires en 2010, la stratégie navale qui a été développée. Bon, on va les produire au Canada, à Halifax et à Esquimalt, donc les navires, et éventuellement, s'ajoute Davy également au Québec. Mais pas dans l'idée de créer des emplois chez nous, mais en intégrant les systèmes de radar, les systèmes de communication, les systèmes de combat américains sur ces navires-là. Pas le faire indépendamment et capable d'opérer maintenant en silo et sans relation avec les États-Unis. Et c'est ce qui va se produire, je pense, dans les autres dépenses militaires qui vont venir. On va dire à des entreprises comme Lockheed Martin, General Dynamics, Rheinmetall et autres gros joueurs de l'industrie de défense, on vous donne des contrats parce que vous avez les capacités de développer des technologies dont on a besoin, mais on veut que vous le faites chez nous. Puis si vous le faites chez nous, produisez, donc vous créez des emplois, etc., on voudrait aussi négocier la propriété intellectuelle
des acquisitions qu'on va faire avec votre branche canadienne, parce que c'est des multinationales qui ont différentes divisions, et celle au Canada, on voudrait garder une certaine souveraineté ou un contrôle. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est faisable, ça va dépendre des négociations de contrat à contrat entre le gouvernement et les firmes étrangères, mais je pense que c'est l'avenue que prend le gouvernement actuel. C'est ce qu'on comprend de la stratégie industrielle canadienne, mais ce n'est pas ce qu'il dit. Et c'est là où le bas blesse, je pense, parce qu'on n'a pas un débat donc stratégique en disant est-ce que ce que le gouvernement fait, c'est réellement de l'indépendance? Non. C'est plutôt une industrialisation. C'est pour ça que je l'appelais mon texte industrialisation, c'est-à-dire on va créer de l'industrialisation au Canada, on va créer des emplois, mais sans émancipation. Ce n'est pas l'idée d'avoir une autonomie stratégique canadienne comme la France l'est. La France, elle, ses capacités militaires sont faites en France, avec la propriété intellectuelle française, de firmes françaises, qui exportent ensuite à l'étranger. Puis son modèle est viable parce qu'il exporte à plein de pays sur la scène internationale, de l'Arabie saoudite à l'Inde, en passant par le Brésil, ce que le Canada ne fait pas. La majorité de ses exportations vont aux États-Unis dans une chaîne de valeur très intégrée. Ce n'est pas le modèle qui est retenu par le gouvernement Carney, sauf les mots. Et donc, je pense qu'on crée, encore une fois, on base nos décisions sur la méconnaissance du public canadien des questions de défense, que des mots vont suffire, mais que la réalité est différente. Puis très peu de gens, je pense, s'attardent publiquement aux questions de défense. C'est pour ça que je salue ce podcast et toute autre intervention publique canadienne, en français en plus, ces questions de défense. Il nous manque ce genre de discussion-là pour débattre, ben, est-ce que c'est même possible, au plan théorique seulement, d'imaginer une autonomie stratégique canadienne d'un pays en Amérique du Nord qui doit, pour protéger son territoire, surveiller des missiles qui peuvent venir de Russie et de Chine, traverser son territoire pour viser les États-Unis, sans collaborer avec les États-Unis, ou en ayant des systèmes de communication et de contrôle et de détection et d'interception complètement indépendants des systèmes américains. Ça m'apparaît plutôt illusoire de penser que ça serait même possible, et même peut-être même nécessaire, dans la mesure où on sait que le Canada est un territoire stratégique des États-Unis, qu'ils vont nous défendre, qu'on le veuille ou non. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils nous défendent avec nous, pas contre nous. C'est-à-dire, c'est qu'ils le fassent pas unilatéralement sans le consentement du Canada, mais qu'on soit capable d'assurer la surveillance du territoire canadien en temps de paix et de l'interception en temps de paix, mais que si on devenait dans un conflit majeur de haute intensité avec la Chine, mais clairement, on aurait besoin de la supériorité militaire américaine pour défendre le territoire canadien. Et la même chose, notre autre engagement est au niveau de l'Europe. On a 2200 Canadiens en Lettonie. Ben, il faut être capable de collaborer et d'opérer aux côtés de nos alliés européens pour défendre l'Europe. Et c'est là où je pense qu'on peut créer plus d'indépendance, c'est dans la résilience. C'est pas se sortir ou un divorce des États-Unis, c'est d'avoir des systèmes différents pour l'Amérique du Nord d'un côté, pour la défense de l'Europe de l'autre, qui permettrait à l'industrie canadienne et aux forces armées canadiennes d'être duales en ce sens-là, capables d'opérer avec des Allemands et des Estoniens ou des Polonais en Europe de l'Est, avec des systèmes qui communiquent très bien avec eux, et peut-être sans les États-Unis, mais avec les États-Unis aussi en Amérique du Nord. Fait que si je comprends bien, ce que le gouvernement fait n'est pas nécessairement mauvais, ça va dans le bon sens, ça respecte un peu ce qu'il peut ou ne peut pas faire, puis conserver sa relation avec les Américains tout en essayant de diversifier, puis se rapprocher d'autres alliés, puis de bâtir une certaine, un certain niveau d'indépendance industrielle sans briser le lien, là, juste quelque chose qui est plus sain. Mais ce que tu regrettes dans tout ça, c'est le message lui-même là, qui n'est pas nécessairement, qui ne reflète pas nécessairement ce que le gouvernement peut faire ou semble être en train de faire, euh, puis qui est pas nécessairement sain pour les Canadiens, là, qui voient un message d'autonomie quand les actions ne sont pas nécessairement là ou nécessairement voulues pour être là. Je regrette deux choses. Premièrement, cette chose-là, qu'on ne fasse pas ce qu'on dit qu'on fait, et donc qu'on induise les Canadiens en erreur, et en conséquence qu'il n'y ait pas de débat stratégique, qu'il n'y ait pas de... pourquoi le Comité Ouais. de la défense nationale, parlementaire et sénatorial ne s'attendent pas à ça, m'apparaît complètement farfelu. Je ne comprends pas que font nos élus sur les comités de défense présentement à ne pas s'attarder à ces questions-là. Voilà, c'est des dizaines de milliards de dollars, puis il y a très peu de journalistes qui s'intéressent à ces questions-là, Ouais. alors que pour plein d'autres sujets, il y a des débats. Mais la deuxième chose que je critique, c'est le fait qu'on ne se prépare pas non plus à une plus grande indépendance ou résilience dans l'avenir.
Là, on est en mode rattrapage. On modernise nos frégates, on doit Ouais. les remplacer par quelque chose d'aujourd'hui parce qu'on a des besoins pressants, mais on ne prépare pas les années 2030, 2040 où là, on pourrait avoir une plus grande indépendance si on se diversifie avec les Européens dans les avions de 6e génération, G4 par exemple, avec les Britanniques, les Japonais, les Italiens, développer des hélicoptères autonomes, développer des sous-marins autonomes avec Hanwha ou TKMS dans les sous-marins, bien, quelle serait la contribution des sous-marins collaboratifs qui vont opérer en harmonie ou en écosystème avec les sous-marins qu'on va acheter? C'est là où on va se positionner aujourd'hui en recherche et développement pour qu'en 2035, 2040, on ait ces capacités-là, cette innovation canadienne-là, pour apporter quelque chose à ces acquisitions communes-là avec les Européens et dire, ben, on va les acheter ensemble à plus grande échelle et on va être capable d'être plus résilient. Et ça, il faudrait une politique de défense pour le Canada en 2035-40 qui soit déjà écrite maintenant, qui fasse des investissements aujourd'hui pour des plateformes dans 10 ans, puis que les signaux ne soient pas juste de dire, bon, on a besoin d'acheter ça pour hier parce que nos infrastructures s'écroulent, il n'y a pas de logement pour nos soldats, on n'a plus de X ou d'Y qu'il faut les remplacer. C'est vrai qu'il faut le faire ça, mais il faut marcher et mâcher de la gomme en même temps, il faut préparer l'avenir. Puis sinon, on va toujours être en mode rattrapage d'acheter ce qui existe déjà, donc des systèmes à l'étranger, où nous, on va faire des sous-contractants d'entreprises étrangères plutôt que développer la recherche et développement et l'innovation technologique chez nous. C'est là où la valeur ajoutée intellectuelle, financière, évidemment économique, elle est, puis aussi avoir un edge militaire. Et donc, c'est l'autre chose que je reproche. Les fonds consacrés à la recherche et développement de la stratégie industrielle de défense sont trop peu et devraient être aussi priorisés que celles d'acquisition à court terme pour remplacer des besoins pressants des Forces armées canadiennes. Écoute, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, puis je partage ton enthousiasme un peu vers la recherche et développement. Je trouve, moi, quand je regarde un peu cette facette-là de la stratégie de défense industrielle, je la vois comme super importante à ce temps-ci. Je déplore un peu aussi le manque de fonds parce que je pense que c'est l'élément essentiel de la stratégie présentement. Si on est pour développer une indépendance, on a du retard à prendre. À reprendre parce qu'on a arrêté de faire de la recherche et développement. Du côté militaire, on a une culture qui ignore complètement la recherche et développement. C'est une culture quand j'ai besoin de quelque chose, ben, je regarde qu'est-ce qui est disponible. Puis c'est just in time. J'ai besoin d'un nouveau chasseur, je n'y pense pas 15 ans avant. Je regarde quand j'en ai besoin, qu'est-ce qui est disponible, puis j'achète. Comment on ramène maintenant une culture qu'on avait dans les années 50 où on développait nos propres concepts, qu'on avait une liaison entre le militaire et l'industriel qui faisait de la recherche, qui développait comme le Arrow, puis d'autres avions qu'on a développés, puis des concepts maritimes qu'on a développés. Comment on retourne là? Puis recherche et développement, pour moi, est au cœur de ça. Puis je salue les efforts du gouvernement, mais je suis d'accord avec toi, là. Il manque d'argent là-dedans. Puis je pense que si on est pour mettre des efforts un peu plus soutenus, là, ce serait peut-être de ce côté-là. Personnellement, sur le terrain, je vois un engouement de l'industrie, je vois une réponse à l'appel du gouvernement là, pour faire de la recherche et développer des nouvelles choses. Si le gouvernement veut que cette population canadienne-là se mobilise, moi, je la vois sur le terrain. Mais recherche et développement, c'est là où il faut aller, puis je pense qu'on devrait en mettre plus. Ça met fin un peu à la période. C'est super intéressant, Justin, discuter avec toi. Je pense qu'on devrait le faire un peu plus souvent dans des conditions comme ça. Je te remercie beaucoup d'avoir passé la dernière demi-heure avec moi. Je pense que c'est une belle capsule vidéo. Merci beaucoup, Yvan. C'était un plaisir, puis j'espère participer à d'autres échanges fondamentalement importants sur les questions stratégiques canadiennes en français. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, bonjour, chers participants. Je suis très fier de vous présenter ce premier profil d'entreprise dans le cadre de les semaines de la défense canadienne. C'est une entreprise industrielle qui fait beaucoup jaser au Québec, qui a une envergure qui dépasse les frontières de la Mauricie, qui s'est classée 170e en 2025 sur les 300 plus grandes entreprises du Québec. Il s'agit de groupe ProB. Et j'ai le plaisir de recevoir pour cette première capsule de titre profil d'entreprise, M. Pierre-Olivier Desmarais, responsable du développement des affaires. Merci Pierre.
Monsieur Desmarais, j'ai besoin, comme bien des industriels et des chefs d'entreprise québécois, de mieux connaître Groupe ProB. Qu'est-ce que c'est? Ça part d'où? Ça a été fondé quand? Est-ce que c'est une entreprise québécoise? Pour bien se situer, parce que, comme vous le savez, le secteur de la défense est en ébullition pour certainement la prochaine décennie. Et c'est avec des entreprises comme la vôtre qu'on va pouvoir avoir des retombées au Québec. Donc, parlez-nous un peu de Groupe ProB. ProB, c'est une entreprise québécoise qui a été fondée en Mauricie en 1998. La propriétaire actuelle, c'est Mme Nathalie Lemelin, et la PDG. C'est elle qui a géré l'ensemble de la croissance des dernières années. C'est une entreprise de construction industrielle et de fabrication. Depuis plusieurs années, on a géré plusieurs projets d'envergure, comme dans la filière batterie, dans le secteur minier, dans les ports des papiers. C'est tous des secteurs avec lesquels on est excessivement à l'aise, puis dans lesquels on a bien opéré. On est rendu à tout près de 900 employés. On a une capacité de prendre en charge des mandats complexes de l'atelier jusqu'au terrain. Donc, on prend le client par la main, puis on s'assure de respecter ses budgets et ses temps, puis que tout soit livré selon ses standards. Ce qui fait notre force, c'est notre monde. Notre équipe possède une expérience terrain, puis une bonne rigueur, une capacité de s'adapter, puis une capacité de s'adapter aux changements aussi. On ne peut pas seulement construire et fabriquer, on s'engage à livrer puis à créer de la valeur pour notre client. Excellent. C'est fameux comme présentation. Merci beaucoup. Et dans une autre capsule, on va aller un peu plus loin en nous parlant de vos capacités. Merci. Merci, Pierre. C'est le moment maintenant du conseil juridique du jour en immigration. Et pour vous présenter ce conseil, je vous présente M. Marc-André Séguin, qui est associé et cofondateur chez Exeo. Marc-André, bonjour. Bonjour, Pierre. On entend souvent des chefs d'entreprise dire qu'ils ne peuvent pas engager des travailleurs étrangers parce qu'ils travaillent sur des contrats de défense. Est-ce que c'est toujours vrai? Pierre, c'est une question qu'on entend très souvent et c'est une question légitime. La réponse honnête à cette question-là, c'est ça dépend. Ça dépend du contrat, de la nature du travail, du niveau de classification requis et des clauses de sécurité spécifiques au contrat ou à l'appel d'offres. C'est pas quelque chose qu'on peut trancher en termes généraux, donc je me méfie des réponses trop simplistes ou catégoriques dans un sens ou dans l'autre. Ce que je peux dire toutefois, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, ont tendance à s'auto-exclure trop vite sans avoir fait analyser leur situation spécifique ou sans avoir pris en compte l'étendue de leurs opérations. Donc, un fabricant, par exemple, de pièces aérospatiales non classifiées ou une firme d'ingénierie qui fait de la conception en bureau, une entreprise de construction qui rénove des infrastructures adjacentes ou sur une base, ce ne sont pas des situations qui sont identiques sur le plan des exigences de sécurité. Donc, la première chose à faire, c'est de lire attentivement les clauses de sécurité du contrat ou de l'appel d'offres, les faire analyser par quelqu'un qui connaît le cadre du programme de sécurité des contrats de SPAC. Et ça, c'est pas une analyse d'immigration, c'est vraiment une analyse contractuelle et sécuritaire. Et c'est le point de départ. La réflexion qui en découle va ensuite informer notre stratégie en matière de main-d'œuvre. Le fait d'avoir des citoyens canadiens qui travaillent sur une base militaire, par exemple, n'empêche pas qu'on ait des travailleurs étrangers qui s'affairent à d'autres tâches sur d'autres chantiers, donc pour maximiser la capacité de production d'une entreprise. Le fait d'avoir une diversification donc dans les tâches et de vraiment cerner ce qui nécessite un citoyen canadien versus ce qui peut être confié à un travailleur étranger temporaire pour son expertise, pour sa présence et sa disponibilité, ce sont des choses qui doivent être gardées en ligne de compte. On ne bâtit pas une stratégie de recrutement international avant de savoir précisément ce que le contrat permet et d'avoir une compréhension de ce qui peut être confié à des non-Canadiens également. Et ça, c'est ce qui va permettre à nos entreprises d'être
concurrentielle, d'être compétitive et d'être productive pour s'acquitter de leurs tâches et exécuter leur contrat de façon efficace et à bon coût. Extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Marc-André. Merci. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle discussion dans le monde fabuleux de la stratégie de la défense industrielle. Aujourd'hui, j'ai comme invité deux dames qui nous viennent d'Investissement Québec. Investissement Québec, moi, j'aurais pas pensé, quand j'ai commencé à me mêler des affaires que le gouvernement voulait faire avec sa stratégie de défense industrielle, de voir Investissement Québec mêlé à ça, mais je me suis retrouvé à Montréal dans une conférence où on parlait un forum de discussion justement sur la place des entreprises dans la stratégie de défense industrielle. Puis je me suis fait approcher par Ariane Goulet, que je ne connaissais pas, qui s'est présentée, qui venait de Investissement Québec. Puis elle m'a dit qu'elle était impliquée avec une compagnie, elle travaillait avec une compagnie qu'elle accompagnait à Granby, la compagnie Prénote. Puis elle m'a dit, dans ce qu'on fait avec Prénote, je pense que avec votre expérience, votre expertise, ça vaudrait peut-être la peine de venir les rencontrer parce qu'ils ont besoin d'aide. Puis Mme Goulet avait entendu parler de mon implication avec certaines industries, avec certaines entreprises pour les accompagner. Puis je pense qu'elle a vu une chance pour la compagnie Prénote. Puis j'ai accepté, j'ai rencontré la compagnie. C'était l'exemple un peu typique de ce qu'on voit au Québec, là, une de plusieurs compagnies là, qui voient ce qui se passe et qui se disent, moi, je produis quelque chose du côté commercial, mais je pense qu'il y a une application militaire. Puis je voudrais voir, là, est-ce que ça s'applique, mais je ne connais pas la défense, je ne sais pas à qui parler, je ne sais pas comment m'impliquer. Puis quand je les ai rencontrés, ben, c'est Investissement Québec qui nous a connectés. À travers nos discussions, quand je les ai rencontrés, je me suis rendu compte que c'était un produit intéressant. Puis on a fait des démarches pour maintenant là, se connecter avec Ottawa, se connecter avec ce qui se passait du côté de la défense. Puis on est parti, là, on est en branle. Puis je pense que la compagnie est bien contente là, d'avoir un chemin là, pour essayer d'avancer là, dans cette nouvelle initiative-là fédérale. Puis pour moi, ça a été un peu une révélation, là, ce qu'Investissement Québec faisait là-dedans. Puis tout d'un coup, là, je me suis aperçu que c'est un élément qui s'en vient essentiel au Québec là, avec nos nouvelles entreprises qui veulent s'impliquer. C'est une ressource pour tout le monde, puis j'ai trouvé ça fantastique. Donc, je les ai invités, j'ai demandé, je veux faire un 20 minutes avec eux autres. Puis, il y a deux dames qui ont accepté. Véronique Perrault, œuvre en développement économique, notamment sur l'internationalisation et les partenariats d'innovation, avec un intérêt particulier pour les enjeux liés à la défense. Depuis 3 ans, elle est impliquée dans les zones d'innovation où elle contribue à bâtir des écosystèmes collaboratifs. Elle est aussi maman d'un jeune soldat au 1er bataillon du 22e régiment, ce qui nourrit son engagement envers tous les enjeux dont on discute. Ariane, qui m'a recruté il y a quelques semaines, mais que j'ai invité au CIC, diplômée d'un baccalauréat en psychologie de l'Université du Québec en Outaouais, est une maîtrise en affaires internationales de l'Université Laval. Ariane évolue depuis 2022 au sein d'Investissement Québec, où elle s'emploie à faire rayonner les industries québécoises et attirer des investissements étrangers. Après un passage marquant à la Délégation générale du Québec à Londres, elle poursuit depuis 2024 son travail auprès des entreprises au Québec. Avec un père ancien militaire et à travers ses expériences, elle a développé un intérêt marqué pour le marché de la défense et sécurité, un domaine qu'elle suit de près avec passion.
deux dames avec des connexions militaires, un Investissement Québec avec maintenant une dimension de support des affaires militaires au Québec. Mesdames, bienvenue. Merci beaucoup. Écoutez, j'en ai parlé un petit peu, mais je pense que pour tout le monde, ce serait bien, là, il y en a qui connaissent peut-être pas trop ce que vous faites à Investissement Québec. Là. Investissement Québec, là, en quelques mots, là, c'est quoi, là? Puis comment vous venez en aide aux entreprises québécoises, là? Puis tout ça, là, comment Investissement Québec en est venu à soutenir la stratégie industrielle de défense fédérale? Donc, d'abord, Investissement Québec, on a pour mission de participer activement au développement économique du Québec. Puis, on va le faire à travers, entre autres, le support qu'on apporte aux entreprises pour les aider à atteindre leurs objectifs de croissance, mais aussi à faire face à différents défis, différents enjeux, que ce soit ici au Québec ou à l'international. Donc, on offre deux types de services, donc l'accompagnement puis le financement, on y reviendra. Mais j'aimerais aussi mentionner que Investissement Québec a le mandat d'attraction d'investissements étrangers, donc c'est-à-dire d'attirer des entreprises ici qui ont les capacités de renforcer ou compléter nos chaînes d'approvisionnement en apportant des expertises, en créant des partenariats stratégiques, puis en établissant des capacités de production ici. Donc, ça étant dit, Investissement Québec, on agit donc au niveau des 3 paliers du cadre construire, collaborer et acheter de la stratégie industrielle de défense. Par exemple, on va en renforçant les capacités de production ici, en supportant la création de partenariats stratégiques, puis aussi en supportant la mission de nos collègues de Développement économique Canada, en collaborant avec eux là, pour attirer un maximum de dépenses en obligations de ART, donc de retombées industrielles et technologiques ici au Québec. Intéressant. Et, Véronique, comment Investissement Québec a fait évoluer son approche puis pour œuvrer maintenant là, sur le marché de la défense? Bien, Investissement Québec, par le passé, on était déjà présent sur le marché de la défense, mais vraiment à beaucoup plus petite échelle. Donc, au cours de la dernière année, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait évoluer notre politique d'investissement responsable et de finances durables pour s'aligner avec l'augmentation des dépenses qui se fait, mais également la montée de tous les enjeux de sécurité qu'on voit là, au niveau géopolitique. Fait que dernièrement, ce qu'on a fait, on a renforcé notre rôle dans le secteur, ce qui nous permet maintenant aujourd'hui d'accompagner davantage d'entreprises qui souhaitent se positionner sur le marché de la défense, mais tout ça à travers un cadre qui est responsable et qui est aligné avec nos principes d'investissement durable. De façon concrète, là, la façon qu'on le fait, c'est qu'on a commencé par mobiliser une équipe à l'interne qui regroupe l'ensemble de nos lignes d'affaires et des services d'Investissement Québec. Puis, il y a beaucoup de gens qui, comme Ariane et moi, sommes très intéressés par le secteur de la défense. Donc, ça n'a pas été difficile de trouver des gens qui représentaient l'ensemble des lignes d'affaires et qui voulaient s'investir là-dedans. Donc, ça a été la première chose, de composer une escouade défense. Puis après ça, bien, c'est de se doter d'un cadre. Puis ce cadre-là, bien, en fait, il s'appuie là, sur 4 grandes dimensions. La première, c'est soutenir un secteur qui est en pleine croissance. Donc, on le finançait déjà, mais maintenant qu'on a une stratégie industrielle en défense canadienne, ça nous donne un alignement beaucoup plus clair pour positionner les entreprises du Québec dans ce contexte de croissance mondiale des dépenses militaires, puis également la réorganisation des alliances stratégiques, là, notamment au sein de l'OTAN. Fait que ça, c'est une première chose, s'inscrire dans la durabilité. Une deuxième chose, c'est on a choisi d'encadrer, de soutenir des projets qui étaient autour des technologies, qui étaient non controversées, mais qui étaient aussi stratégiques pour le développement économique du Québec. Premier secteur auquel on va penser, c'est l'aérospatial. C'est connu mondialement, la force de l'écosystème aérospatial au Québec. On a tout ici, là, l'écosystème il est complet, il est déjà aligné avec des exigences de la défense. Puis comme c'est un milieu qui est très dynamique, ce renforcement-là se poursuit en continu. Donc, on a de très grandes forces en aérospatial. D'autres forces qu'on a aussi, c'est notamment en intelligence artificielle et en logiciel. On connaît notamment le MILA à Montréal qui travaille sur l'intelligence artificielle responsable, tout le côté éthique.
Mais à ça s'ajoutent également les enjeux de robustesse, d'intégration dans des systèmes militaires ou des systèmes d'entreprises qui travaillent avec le secteur militaire. Un autre point où également on renforce notre positionnement au Québec, c'est le secteur quantique. C'est une niche stratégique à très haute valeur ajoutée. Le Québec, ça fait des décennies qu'on est actif dans la recherche fondamentale dans le quantique, mais on assiste depuis peu, puis ça va s'accélérer au cours des prochaines années, à plus court terme qu'on le pensait, à une inflexion dans la maturation technologique en quantique. Puis, c'est pas pour rien que le Québec, autant que le Canada, veulent investir dans la structuration des capacités souveraines du Québec en quantique. On le voit notamment au sein de la zone d'innovation quantique district à Sherbrooke. Un autre secteur dans lequel on est fort et dans lequel on investit, c'est l'optique et la photonique. C'est une très grande force au Québec. Ça va de la recherche fondamentale jusqu'à la recherche appliquée, mais aussi, il y a des grandes capacités d'industrialisation en optique photonique. Donc, ça permet aux entreprises québécoises de se doter de technologies habilitantes pour lesquelles il y a autant des applications civiles que des applications militaires. Puis d'autres secteurs de pointe dans lesquels on s'investit à l'intérieur de notre cadre, c'est ce qui va toucher la cybersécurité, les matériaux avancés, les technologies avancées. Donc ça, c'était des secteurs où on était déjà présent, mais on a renforcé notre présence dans ce contexte de défense. Puis juste pour compléter le cadre d'analyse, là, on a des équipes qui travaillent sur l'évaluation des projets qui sont liés en défense. On fait un suivi très, très serré de nos investissements et de la gestion des risques qui y sont associés avec des vérifications diligentes qui sont approfondies parce qu'on veut s'assurer que l'ensemble des investissements et des accompagnements qu'on fait, c'est avec des entreprises qui respectent les traités internationaux, les droits humains, puis qui respectent également les obligations et les exigences de transparence et d'utilisation responsable tout au long de la relation qu'Investissement Québec entretient avec l'entreprise. Alors, c'est comme ça qu'on a évolué, je vous dirais, au cours de la dernière année. C'était déjà présent, mais là, on a monté le volume à 10. Ah, c'est bien. Écoutez, là, je pense qu'on a cerné pas mal ce qu'Investissement Québec fait. Là, maintenant, là, je veux me mettre dans la peau des chefs d'entreprise, des responsables là, qui écoutent peut-être ce que vous dites, là. Puis je veux que vous mettiez dans leur peau, là, puis se concentrer un peu plus les prochaines questions sur la connexion, là, comment on établit cette connexion-là entre ces entreprises-là qui n'ont peut-être jamais fait affaire avec vous, puis les efforts que vous essayez de faire pour de connecter. Puis je vais commencer peut-être avec Ariane. Tu as parlé tantôt des services d'accompagnement. De quoi s'agit-il concrètement là, pour l'entreprise? Oui, donc je suis à Investissement Québec. Une de nos grandes forces, c'est qu'on a des gens partout à travers le Québec sur le terrain. Donc, les entreprises ont des gens chez IQ attitrés pour les aider, les supporter dans leurs différentes démarches. Donc, comment ça pourrait se traduire pour une entreprise en défense? On commencerait par identifier leur niveau de familiarité avec le marché, ensuite leur objectif, puis les défis qu'ils rencontrent. Ensuite de ça, on va faire intervenir l'ensemble du coffre à outils d'Investissement Québec. Donc, par exemple, en offrant des conseils stratégiques, de l'intelligence de marché. On pourrait aussi faire intervenir nos équipes d'exportation, puis nos équipes de représentation du Québec dans les autres provinces et dans nos pays alliés pour supporter les efforts de développement de marché, puis ouvrir des portes, là, dans le fond. Puis, à cet effet, Investissement Québec, on s'est doté de consultants, donc des experts, des gens qui avaient de l'expérience militaire sur différents marchés pour supporter les efforts de nos équipes à ce niveau-là. Ensuite de ça, on pourrait aussi faire intervenir nos équipes de main-d'œuvre ou d'innovation pour une entreprise qui chercherait à augmenter sa capacité de production pour répondre aux standards du marché, du secteur. Ensuite de ça, on a évidemment nos équipes pour financement qui peuvent supporter les efforts des entreprises au niveau de l'innovation, de la productivité, mais aussi dans leurs efforts de développement de marché, donc d'intégration au marché canadien de la défense ou à l'extérieur du Canada également. Puis finalement, on va aussi faire du maillage, donc des mises en relation avec
des organisations externes à Investissement Québec qui ont des services qui peuvent être complémentaires. Un peu comme toi, Yvan, quand j'ai fait appel à toi, à tes services pour aider une entreprise. Mais on va aussi référer des organisations qui offrent, par exemple, des services au niveau de la certification en cybersécurité ou l'inscription au programme de marchandises contrôlées, par exemple. Ce n'est que des exemples. Puis, justement, j'aimerais inviter les entreprises qui offrent ce type de service pour les entreprises à communiquer avec moi pour que je puisse vous ajouter là, à notre liste de ressources en défense. Merci. Ah, c'est bien. Véronique, peut-être une question. Je vous ai vu lors d'un forum où on discutait de défense. Je vois plusieurs associations professionnelles, je pense à Aéro Montréal, puis il y en a probablement d'autres aussi au Québec. Est-ce que Investissement Québec a une politique délibérée d'essayer de s'impliquer avec ces associations professionnelles-là, d'être là pour les forums? Est-ce qu'on va vous voir est-ce que Oui. vous allez devenir là, quelque chose de permanent là, dans ces forums-là? Ben oui, en fait, puis c'est un positionnement qui est en train de se bâtir, là. On est mars 2026, là, puis déjà ce qu'on faisait il y a 5-6 mois versus maintenant, je vous mentionnais cette accélération-là, puis un positionnement qui va se prendre également avec l'ensemble de nos partenaires. Puis ça, c'est la même chose pour l'ensemble des services qui sont offerts par IQ, puis l'ensemble des marchés, on est complémentaires. Donc, on a cette habitude-là de travailler avec les différents partenaires, que ce soit les grappes industrielles, les regroupements en recherche industrielle également, les académiques, les industries. Donc, nous, on s'inscrit comme partenaire additionnel et complémentaire au marché, là. Oui. Ah, très bien. Ariane, je reviens un peu à notre première rencontre, là. Toi, tu as approché un ancien militaire là, pour essayer d'aider. C'est pas quelque chose que j'ai vu souvent là, au Canada, mais certainement pas au Québec. On n'est pas habitué aux anciens militaires, aux militaires retraités là, dans l'écosystème là, de l'industrie puis de la défense. Par contre, dans des pays où c'est beaucoup plus développé, cette relation entre l'industrie et la défense, je pense aux États-Unis, je pense à l'Angleterre, je pense à la France, c'est quelque chose là, qu'on retrouve fréquemment. On a beaucoup d'anciens militaires qui vont se joindre à l'industrie et ils servent de liaison un peu entre les militaires en service, puis l'industrie, puis le gouvernement. Puis moi, en tout cas, j'ai toujours considéré ça comme un maillon important là, dans ces pays-là. Là, maintenant, est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est quelque chose maintenant qu'on peut voir qui va devenir un élément, une ressource là, pour un peu tout le monde là, dans cette toile là, qu'on essaye de tisser là, pour supporter l'industrie? Bien, en fait, moi, c'est un réflexe que j'ai développé et que j'ai vu, en fait, quand je travaillais au UK, donc au Royaume-Uni. C'est ce que les entreprises font. Ils font affaire avec des consultants qui ont de l'expérience militaire. Puis, il y a énormément d'anciens militaires qui deviennent C-level d'entreprises qui œuvrent dans le secteur de la défense. Donc, c'est aussi une des forces qu'avait la délégation générale du Québec à Londres, c'est qu'on avait un ancien militaire qui était attaché économique. Donc, il pouvait faire facilement des belles connexions pour le bénéfice de nos industries ici au Québec. Donc, c'est merveilleux. Donc, c'est là que j'ai appris un peu ce que je connais sur le secteur de la défense. Puis, je pense que c'est une très belle façon que les entreprises peuvent créer des nouvelles relations au niveau du militaire parce que, comme qu'on en parlait, toi et moi hier, c'est un grand milieu, mais un petit milieu. Donc, vous finissez par tous vous connaître dans le milieu militaire, puis à créer des liens, même si vous ne vous connaissez pas ou vous vous connaissez de loin. Une fois que vous vous reparlez, il y a un lien quand même fort qui va se créer. Donc, je pense que c'est une belle stratégie que les entreprises peuvent utiliser là, pour intégrer le marché de la défense. Je pense que j'ai une dernière question, Véronique. Oui. Qu'est-ce qui est le plus souvent demandé par les grands donneurs d'ordre du marché de la défense aujourd'hui? Bien, si on veut concrètement parler de défense au Québec, il faut y penser en termes de capacité industrielle transversale. La défense
Puis les grands donneurs d'ordre, ce qu'ils cherchent avant tout, c'est des entreprises qui sont capables de livrer des solutions qui sont concrètes, qui sont fiables, qui sont prêtes à être déployées sur le terrain. Puis récemment, ça c'était en février 2026, j'ai assisté à un forum qui est organisé par les fonds de recherche du Québec sur la recherche à double usage. On fait juste, là, culturellement, reculer d'un an. Jamais on aurait assisté à un forum qui regroupait des scientifiques des sciences de la santé, des sciences technologiques, puis également des sciences humaines qui se retrouvent ensemble avec des gens de la défense, puis qui se posent la question comment on pourrait mieux travailler ensemble. Il y a des silos qui vont rester, mais on a besoin de tisser des ponts. Et historiquement, ces ponts-là, ils n'existaient pas. Alors là, il y a une espèce de prise de conscience aussi collective de ceux qui ont envie d'embarquer dans ce jeu-là. Bien, comment on peut le faire ensemble? Puis quels sont, tu mentionnais les liens entre militaires qui sont très forts, cette confiance-là, bien, on doit aussi l'élargir, ce cercle de confiance-là, vers les partenaires industriels, civils et vers les partenaires académiques. Mais là, il y a un point que j'avais trouvé vraiment intéressant, puis ça vient pas de moi, c'est Marc Châteauneuf, qui est aviseur scientifique principal à DRDC Valcartier. Il a mentionné, puis je le cite, l'innovation devient une monnaie d'échange avec les partenaires. On diminue notre dépendance, on développe une richesse comme monnaie d'échange. Le nouvel art du Québec, c'est l'innovation. Donc, qu'est-ce qui est demandé? C'est des capacités industrielles, mais qu'est-ce qui est stratégique également, qui est distinctif? C'est l'innovation. Cette innovation-là, c'est un avantage stratégique, mais on a besoin dans le secteur, dans le marché de la défense, d'une innovation qui répond à des besoins industriels réels avec une capacité d'industrialisation en termes de qualité, de traçabilité, de capacité de livraison. Puis le plus grand défi qu'on a au Québec, puis ça transcende la défense, on est super fort en innovation. Mais c'est lorsqu'on arrive à nos capacités d'industrialisation qu'on a beaucoup plus de défis. Puis, pour cette étape-là, bien là, il y a tout un écosystème au Québec qui est présent, puis Investissement Québec, on fait partie de cet écosystème-là. Concrètement, ce qu'on peut faire pour appuyer les entreprises innovantes qui veulent augmenter leur capacité d'industrialisation, bien, on a le financement et l'accompagnement comme Ariane le présentait quelques minutes plus tôt. Mais il y a peut-être deux éléments là, que j'aimerais partager parce que ça pourrait intéresser les auditeurs. Tu as mentionné l'innovation, la vice-présidence innovation. On a une vice-présidence qui est spécialisée avec des ingénieurs notamment. Puis, on est situé sur 2 sites. On a de très, très beaux laboratoires, autant à Montréal qu'à Québec. Puis, ils sont inscrits au programme des marchandises contrôlées. Donc, on est en mesure d'offrir aux entreprises certains services relativement au programme des marchandises contrôlées, tels que le matériel et les technologies de défense. On ne peut pas tout faire. Ce n'est pas des hubs sécurisés niveau 2 et tout, mais il y a quand même du testing qui peut se faire à cet endroit-là. Puis également, les équipes, elles sont habilitées à créer des bilans normatifs. Encore une fois, sur le marché de la défense, il y a beaucoup de normes et de certifications qui sont requises pour pouvoir exporter. On n'a pas cette habilité à intervenir auprès puis à accompagner pour l'adoption de ces normes et de ces certifications-là, mais on connaît des gens avec qui on peut mettre les entreprises en relation qui vont les accompagner dans ce processus-là. Un autre élément qu'on va faire également, c'est qu'on va accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. On a besoin de traçabilité, d'agilité, de processus de qualité. Bien, on a des ingénieurs qui peuvent marcher le plancher, marcher les processus avec eux pour pouvoir améliorer ces éléments-là. Il y a de l'amélioration de produits également qui peut être fait. Passer d'une application civile à une application militaire, on a besoin d'un produit qui est robuste. Alors, autant les processus que les produits doivent être très robustes. Et ça, on a des services techniques qui peuvent aider dans cet accompagnement-là. Puis, finalement, il y a aussi tout le côté d'automatisation. C'est vraiment une spécialité qu'on a développée avec l'équipe de la vice-présidence innovation chez Investissement Québec, de venir sur le plancher de l'usine puis de voir qu'est-ce qui pourrait être automatisé et d'accompagner l'entreprise pour qu'elle augmente sa productivité. Alors, ce sont tous des services qui peuvent soutenir vraiment le passage là, vers l'adoption du marché de la défense.
Puis un dernier point que je voudrais vous mentionner, je l'ai juste souligné très brièvement en parlant de la zone d'innovation quantique district de Sherbrooke, c'est qu'on a 5 zones d'innovation au Québec qui sont dans des secteurs stratégiques clés, puis qui renforcent les capacités souveraines dont on a besoin, qui sont énoncées dans la stratégie industrielle de défense. Donc, on a District en sciences quantiques à Sherbrooke, Technum Québec en technologie digitale semi-conducteur à Bromont. Il y a la vallée de la transition énergétique qui se déploie à Shawinigan, Trois-Rivières et Bécancour sur la transition énergétique, stockage d'énergie notamment, ce qui peut être très intéressant pour les forces. L'an dernier, on a eu la désignation d'Espace Aéro qui se déploie Mirabel, Montréal et Longueuil. Cette fois, c'est sur la mobilité aérienne avancée, puis on touche des axes de développement autour de la décarbonation, de l'automatisation et de l'autonomisation, pardon. Et un fort volet d'innovation en dronautique également qui se fait au sein de l'Espace Aéro. Et en mars 2026, tout récemment, on vient d'avoir la désignation de la zone d'innovation minière à Rouyn, qui est en cohérence avec la stratégie québécoise de valorisation des minéraux critiques et stratégiques. Alors là, je vous ai mentionné du quantique, des semi-conducteurs, de la transition et de l'efficacité énergétique, de la dronautique et de la mobilité aérienne avancée et des minéraux critiques et stratégiques. Mais on a tout ça au Québec, ces forces-là, et elles sont structurées au sein d'écosystèmes où on va retrouver des académiques, des industriels, des PME, puis c'est des entreprises qui sont parfois des entreprises étrangères qui sont venues compléter nos chaînes de valeur, mais également beaucoup d'entreprises québécoises. Puis c'est à travers ces écosystèmes-là, avec les CCTT aussi, qu'on va réussir à dérisquer puis les innovations de nos entrepreneurs, puis à faire des montées en TRL pour arriver jusqu'à la pré-commercialisation et la commercialisation. Puis ça, c'est un choix stratégique que le Québec a fait. Donc, autant le ministère de l'Économie qu'Investissement Québec, on est fortement engagés là, dans le déploiement de ces zones d'innovation-là. Super intéressant. Je pense que je pourrais continuer là, encore une demi-heure, mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Écoutez, je m'adresse un peu aux entreprises qui nous écoutent. Il y a beaucoup de brouillard, il y a beaucoup de flou encore avec ce qui se passe à Ottawa. Là. Je pense qu'on a des objectifs clairs qui nous viennent du côté politique. On a plein d'entreprises là, qui sont prêtes à se mobiliser, mais entre les deux, là, il y a encore une bureaucratie là, qui doit mettre en pratique ces programmes-là, les définir, les amener à un point où c'est utile pour l'entreprise. Puis on n'est pas nécessairement là encore. Là. Il y a encore beaucoup de définitions à faire, puis de voir comment ça va marcher, puis de trouver du monde pour s'occuper de gérer toute cette nouvelle énergie-là là, qui sort d'Ottawa. Mais entre-temps, se positionner, se préparer, là, c'est le temps. Puis je pense qu'une des ressources importantes que moi j'ai découvert, c'est Investissement Québec pour les entreprises québécoises qui ont un répertoire de ressources, d'informations pour aider. Puis je pense que vous contacter, ça peut aider. C'est une des belles ressources là, qu'on a maintenant au Québec. Si ça ne vous dérange pas, je mettrai votre adresse email là, à l'écran. S'il y en a des entreprises qui désirent entrer en contact avec vous, utiliser vos services, vous contactez. C'est Ariane Goulet et Véronique Perrault. Merci beaucoup, madame. C'était fascinant. Grand plaisir. Hi, I'm Joanna Davies. And I'm Colin Cook, and we are the co-founders and managing directors of Polaris Advantage. Between us, we bring decades of experience across the Canadian defense, marine, and shipbuilding sectors. As trusted advisors, we've built long-standing relationships and a strong track record of delivering results across this ecosystem. We started Polaris Advantage because we saw a significant gap. Canada needs more Canadian companies from the Royal Canadian Navy and Canadian Coast Guard sustainment ecosystems now and into the future. We help businesses enter and grow in defense, marine, and public safety, supporting both the path and the trajectory into successful futures. And the landscape is changing quickly with Buy Canadian policies, the Defence Investment Agency,
the recently promulgated Defense Industrial Strategy, and shifting global dynamics, it's a much more complex landscape. We work closely with industry and government stakeholders, taking a Team Canada approach to connect the right people with the right opportunities. With a national network and deep expertise in growth, government contracting, and procurement, we help accelerate your path and trajectory and ensure you are guided and directed by experts. And the time is now. If you'd like to hear more about what Polaris Advantage is doing and our team of experts across the country, please check us out at polarisadvantage.ca. Thank you. Trade Commissioner Service regional offices are your trusted international business development advisors right here in Canada. The regional offices offer 4 main services. They help companies prepare for international markets, find global opportunities, find qualified business contacts, and resolve business problems abroad. I work with companies to understand their needs, their capacity, and their strategy when it comes to international business development. I offer personalized services to help them achieve their goals based on the identified needs we discuss. I'm going to be guiding our clients through the markets where we see more quality business opportunities and where we see a business environment more favorable for our clients' products or services. Do business with the world. Connect with the Trade Commissioner Service today.